cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée aux Rolling Stones. Le temps de faire quelques réglages. Tout d'abord, bonne année à tous. Merci à tous les abonnés qui ont rejoint cette chaîne déjà depuis 2 mois, presque une centaine d'abonnés, donc ça fait super plaisir. Donc encore une fois, bonne année à vous tous et à vous toutes qui suivez cette chaîne, et puis aux nouveaux qui arrivent bien évidemment. Donc aujourd'hui, petite vidéo spéciale, évidemment, vu le logo de ma chaîne consacré, vous l'aurez compris, derrière moi, aux Rolling Stones. Donc pour les plus anciens évidemment qui connaissent déjà l'histoire, je vais me permettre donc de faire un petit rappel pour tout simplement les plus jeunes d'entre nous qui rejoindraient cette vidéo aujourd'hui et leur faire un petit topo sur ce fabuleux groupe qui est toujours en activité aujourd'hui, qui s'appelle donc les Rolling Stones. Et on démarre tout de suite avec leur tout premier album que j'ai en 2 versions. Voici donc le premier album sorti en 1964 des Rolling Stones avec donc Brian Jones, Keith Richards, Bill Wyman à la basse, Charlie Watts à la batterie et Mick Jagger que tout le monde connaît. Ça, c'est l'édition française en mono d'origine, distribuée par Decca. LP qui date donc de 1964. Alors, pour la faire un petit peu court, pour l'histoire, évidemment, ce sont des Londoniens. Keith Richards et Mick Jagger se rencontrent à l'école, dans le bac à sable, ils étaient tout petits, et puis ils vont se recroiser un jour sur la gare de Dartford en 1960. À l'époque, Mick Jagger a sous le bras 2 disques, le Rockin' at the Tops de Chuck Berry et le Best of the Muddy Waters, et Keith Richards le croise et reconnaît son vieux copain d'école et lui dit « Mais salut, comment ça va? Mais c'est quoi ces disques que tu as sous le bras là ?» Et oui, son père, à Mick Jagger, a ramené des disques importés des États-Unis, ce qui coûtait très très cher à l'époque, donc forcément, il se relie connaissance et la légende naît de cette fabuleuse rencontre donc sur cette gare de Dartford en 1960, et ceci donc c'est la pression française. Alors à l'époque, c'est vrai que ces disques-là sortent dans des versions un petit peu différentes. Cette version-là donc avec Not Fade Away qui ne figure pas sur donc ce disque français d'origine, et sur la version américaine il figurera le titre Not Fade Away, et on va voir donc comme ça des petites différences de titres selon le marché américain ou le marché européen. Certaines chansons ne figureront pas sur l'un ou sur l'autre. Donc ça, c'est la pression française du tout premier album qui sera enregistré au studio Regent Sounds à Londres, un studio ce qu'on appelle un peu cheap, qui avait peu de moyens, qui était plus fait pour enregistrer des publicités, des jingles de publicité, ce genre de choses, ce qui fait que le son de ce vinyle n'est pas extraordinaire au niveau de la technique, bien sûr, puisqu'il y avait que 2 micros à l'époque, c'est-à-dire un micro pour prendre la voix de Mick Jagger, et puis il y avait 1 ou 2 micros pour prendre le reste du groupe, ce qui donne un son un petit peu brouillon, comme ça, un petit peu mur de son, comme on dirait, et c'est pas évidemment le son le plus fantastique de ce disque-là, mais en pression, je peux vous dire, d'origine, la belle Decca, c'est extraordinaire. Ils sortiront donc la version américaine, la voilà ici, donc cette version américaine distribuée donc par London, puisque c'est Decca qui distribuera les disques des Rolling Stones en France et en Europe, et ce sera London pour le marché américain. Voilà, alors là c'est un petit peu technique, là c'est ce qu'on va appeler les disques 2e génération, vous voyez ici avec le stéréo electronically reprocessed, c'est-à-dire qu'en fait ni plus ni moins ça reste encore les disques d'origine enregistrés en mono, mais ils ont simplement basculé un petit peu les aigus d'un côté, les graves de l'autre pour donner un effet stéréo. Ces disques-là sortent en 70, 71 à peu près, et mais bon, le son est équivalent bien sûr, il n'y a aucun souci que vous ayez l'original ou celui-ci, c'est quasiment la même chose bien évidemment. Donc voilà, vous voyez ici sur le marché américain donc sortira Not Fade Away, qui ne figurera pas sur la première version française que je vous ai présentée en mono d'origine. Voilà, ça c'est la pression donc du premier album américain des Rolling Stones. Alors la particularité des disques américains, c'est que ils avaient donc cette pochette cartonnée assez épaisse, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, voilà, qui faisait que ça faisait un objet plus massif, un petit peu plus lourd comme ça, et voilà, c'est super disque, en plus avec une odeur, je vous garantis que ça, voilà, ça c'est les tout premiers disques des Rolling Stones sortis en 1964. En France,
On aura donc, pareil, celui-ci qui sortira en numéro 2, Around and Around, qui est en fait, ça regroupe tous les 45 tours qui sortiront à cette période-là, en 64, et les Français, eux, sortiront, voilà, cet album qui est très très rare maintenant, qui est très recherché, qui est déjà très coté sur Discogs, hein, je crois que ça coûte déjà une 50aine d'euros minimum, j'ai même vu des prix bien plus élevés que ça encore, et ça c'est voilà, vraiment le deuxième disque qui sort en France sous Decca. Alors ça c'est l'édition de 1970, l'original sort en 64, mais encore une fois ça c'est faut bien se vous dire une chose, hein, c'est que ces histoires de première ou deuxième génération, première presse, deuxième presse, troisième presse, ce sont des bêtises parce que le son est exactement identique au premier. Il n'y a pas de différence de son, que vous ayez l'original de 64 ou cette réédition de 1970, il n'y a absolument aucune différence au niveau du son. Donc ça, celui-ci, il est assez introuvable. Alors vous voyez donc les titres, hein. Dessus tous les 45 tours de l'époque, Bye Bye Johnny, You Better Move On, ce qui ne figurait pas forcément sur certains albums, mais encore une fois, là, c'est un casse-tête chinois, la discographie des années 60 pour les Rolling Stones, entre les éditions américaines, européennes, on s'y perd très très rapidement, mais voilà, là vous avez vraiment tous les premiers titres des Stones, avec, vous voyez, le Not Fade Away qui apparaît ici, et qui ne figure pas sur le premier disque français, mais qui se retrouvera donc sur le premier disque américain, donc que je viens de vous présenter ici, voilà, qui sera en premier titre de la face 1, face A de l'album original de 1964. Voilà, ça c'est leur tout premier album. Encore édition américaine, oui, je les possède en français et en américain, puis après là je n'ai que des éditions américaines. Donc là c'est leur deuxième titre, leur deuxième album, pardon. Donc le voici, The Rolling Stones 12x5. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, les surpochettes brillent un petit peu, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, toujours en édition US, hein, ces fameuses éditions en stéréo sorties donc au toute fin des années 60, début des années 70. Et là donc on retrouve, alors c'est un album un petit peu plus, on va dire inégal, avec quelques titres un petit peu poussifs comme ça. Il faut savoir que on est sur de la reprise à l'époque, ils ne composent pas beaucoup, hein, ils ont composé Tell Me sur le premier album, et là en général ils se cachaient derrière l'écriture, ils signaient Nanker et Felge. Alors je ne vais pas vous raconter les anecdotes, hein, ça serait un petit peu trop long. Ce qui m'intéresse ici c'est surtout de vous présenter leurs albums. Voilà, donc celui-ci par contre le son est radicalement différent. Pourquoi? Parce qu'ils partent aux États-Unis et ils vont commencer donc à enregistrer dans les studios de Chess, et ils vont ressortir donc avec un son là qui est bien meilleur que sur le tout premier album. Très très jouissif, hein, évidemment, c'est du rock and roll pur, hein, une première monture. Leur héros, notamment pour Keith Richards, c'est Chuck Berry, bien sûr. On est au tout début des années 60, hein, ce disque-là à l'origine sort en 1964. Donc évidemment, ils sont influencés par la toute première génération des rockers, hein, Eddie Cochran, Elvis Presley, bien évidemment, Chuck Berry, Gene Vincent. C'est vraiment eux, leurs dieux, ceux qui leur ont donné envie de faire de la très très bonne musique. Donc voici leur deuxième album, The Rolling Stones 12x5, qui sonne bien mieux que le tout premier disque. Voilà, deuxième disque. Ensuite, aux États-Unis uniquement, va sortir The Rolling Stones Now. Celui-là, il sort exclusivement aux États-Unis. Il ne verra jamais le jour en édition européenne. C'est tout simplement, il regroupe encore une fois les titres qui ont bien marché sur le marché américain et européen. Et donc dessus vous retrouvez Everybody Need to Love. Vous avez tous les morceaux Off the Hook qui ont fait évidemment leur gloire. Hein. C'est vraiment les premiers titres des années 60 avec Brian Jones bien sûr à la guitare et Keith Richards. Et c'est vraiment donc Little Red Rooster, hein, il faut écouter cette partie de slide de Brian Jones qui est absolument fabuleuse. Ce sont des blues, hein, là on est vraiment sur du blues rock, rhythm and blues comme on disait à l'époque. Donc voilà, ça c'est vraiment les tout premiers albums des Rolling Stones. Celui-ci sort fin 64, début 65 me semble-t-il de mémoire. Et voilà, ça c'est encore une fois l'édition américaine de ce fabuleux groupe des Rolling Stones. On enchaîne tout de suite en 65. Première pièce majeure, le voici. Le voici. Là, il commence à découvrir un petit peu les drogues, hein, la fumette, etc., etc. Et c'est le fameux Out of Our Heads, toujours en pression américaine, hein, d'origine. Là, et oui, c'est le début. Pourquoi? Parce que dessus figure tout simplement... alors, j'ai mis le disque derrière, donc vous n'allez pas pouvoir le voir. Je vais vous le montrer ici.
I Can't Get No Satisfaction. Ils enregistrent donc au studio Olympique à Londres et puis ils partent aux États-Unis, enregistrer donc dans les studios. Alors là, ils partent à Chess Records. Ils enregistrent donc The Last Time et Satisfaction qui sont leurs deux grands standards à l'époque. Donc là, c'est vraiment, ça sonne très très bien. Les studios aux États-Unis sont forcément techniquement plus évolués que ce que nous possédons nous en Europe. Donc il enregistre à Chicago également et à Hollywood. Pièce maîtresse avec I Can't Get No Satisfaction, 1965, les Rolling Stones. Là, ça commence à être un très 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 bon disque, même si les autres sont très très bons également, mais c'est essentiellement de la reprise, donc des titres de Chuck Berry, de certains de Muddy Waters, de Johnny Hooker. C'est que des reprises de standards, des blues et rock des années fin des années 50, début des années 60. Et là, ils commencent vraiment à composer avec cet album-là, les tout premières compositions donc de Mick Jagger et Keith Richards, avec notamment donc I Can't Get No Satisfaction que tout le monde connaît et The Last Time, qui vont cartonner en Angleterre évidemment, en Europe également, en France déjà. Ils commencent à faire des dates à l'Olympia. Aux États-Unis, ils défoncent tout sur leur passage. C'est un raz-de-marée. Il faut bien se rendre compte de ce que c'est que les Rolling Stones, milieu des années 60. C'est un raz-de-marée culturel. Il y a toute une génération d'après-guerre de ces adolescents qui attendent avec impatience des nouveaux rockers, et ce sont eux. Avec cet album-là, ça démarre très très fort, en tout cas. 1965. Fin 65, sort encore une fois sous en pression américaine. Là, je vous présente des éditions américaines. Ce December's Children and Everybody's. Alors, les fans diront que c'est un petit peu en dessous du Out of Our Heads. Mais je peux vous dire que ça sonne super bien. Là, encore une fois, ils repartent enregistrer à Hollywood, à Chicago. Donc voilà, tout ça est enregistré aux États-Unis, dans les studios. Ça sonne super bien. Les pochettes sont magnifiques à l'époque. Regardez, regardez-moi un petit peu ça. Avec Brian Jones et sa coupe au bol à l'époque, c'est des frères. C'est un gang, qui fait, ils font face au monde entier avec leur rock très violent pour l'époque. Il faut bien se dire qu'à côté de ça, on a les Beatles, on a les Troggs, d'autres groupes, mais qui font quand même de la pop un peu plus douce. Les Rolling Stones, c'est les premiers rockers. Ils vont en fait réinventer un peu le rock, dans le sens pas techniquement parlant, ce ne sont pas des virtuoses, ce n'est pas Led Zeppelin par la suite, ce qui arrivera quelques années plus tard, mais il faut bien vous dire que en matière de rock, ces mecs-là défoncent tout sur leur passage. C'est vraiment, pour l'époque en tout cas, très violent. Voilà, donc super, moi je trouve, évidemment, c'est des super disques, ça c'est les tout premiers disques des 60, ils sont incontournables. Des petits chefs-d'œuvre, des petits bijoux du rock'n'roll des années 60, les Rolling Stones, quand même. Et voici ce qu'on va appeler donc leur premier chef-d'œuvre. Voici le premier album, Aftermath, qui sort en 1966, entièrement composé. Là, cette fois-ci, pour le coup, on sort un petit peu des reprises, des rockers, des bluesmen des années 50, 60. Comme je vous les ai cités précédemment, c'était les reprises de Chuck Berry, Johnny Hooker, Muddy Waters, B.B. King. Et là, en 66, ça y est. Ils composent, ils ont suffisamment d'assurance, ils vont faire ce qu'on va appeler leur premier chef-d'œuvre, Aftermath. Ça c'est waouh. Là, vous prenez une claque quand vous écoutez ça. Moi j'imagine les gens à l'époque qui écoutent ça en 66 quand ça sort. Voilà, tout est composé de la première chanson à la dernière par Jagger Richards. Et oui, Andrew Loog Oldham, le manager à l'époque, fera sortir le S de Keith Richards parce que soi-disant plus vendeur, plus accrocheur pour les Américains, pour le marché américain. Donc, il fera enlever le S à Keith Richards. Et dessus, vous avez donc Under My Thumb dessus, tous les titres Flight 505, tous les titres Lady Jane. Ça, c'est vraiment monumental. Ce disque en 66, c'est une tuerie absolue. Voilà, ça, c'est magnifique. Alors, c'est des disques qui commencent déjà à être tricotés, même ceux-là, qui sont les deuxième génération. Mais alors, il sort en stéréo aux États-Unis, tout de suite. Donc, en plus, le son, je peux vous dire, les canaux sont très bien séparés. La qualité est
excellente. Hein. Donc là, en pression américaine, je peux vous dire, en plus, les Américains avaient une façon d'enregistrer, je ne sais pas comment ils se débrouillaient, mais par rapport aux pressions européennes, qui n'étaient pas mauvaises du tout, bien évidemment. Hein. Nos pressions françaises, européennes étaient bonnes, mais les Américains, tout comme les Japonais d'ailleurs, hein, ça savait faire du son. Hein. Je peux vous dire, là, les pressions US, c'est monumental. Hein. Donc ça, c'est leur tout premier chef-d'œuvre, hein, Aftermath, The Rolling Stones, Painted Black, évidemment, dessus, ce célèbre titre qui sera repris nombre de fois sur des séries, des films, Painted Black, avec ce début au sitar de Brian Jones. Oh, c'est magnifique, hein, là, on est vraiment à l'apogée du groupe période Brian Jones, hein, bien sûr, le fondateur, parce qu'à la base, et oui, il faut bien vous dire que c'est Brian Jones qui fonde le groupe. Tout simplement, ils se rencontrent au tout début des années 60 dans des clubs en Angleterre, le Marquis, le Crow Daddy, Mick Jagger et Keith Richards traînent ensemble et ils vont tout simplement aller voir sur scène donc le groupe d'Alexis Corner qui est un des premiers à apporter le blues en Angleterre et ils voient sur scène un soir Brian Jones jouer de l'harmonica sur des reprises d'Elmore James et de John Lee Hooker. Keith Richards et Mick Jagger, ils sont sidérés quand ils entendent Brian Jones sur scène jouer cette harmonica, ils se disent « Waouh, ce mec est fantastique !» Et eh bien, le destin va faire que Brian Jones va fonder son groupe, il va rencontrer Ian Stewart, le pianiste et le clavier, qui sera écarté du groupe par Andrew Loog Oldham parce qu'il ne voulait pas 6 membres dans le groupe des Rolling Stones, il voulait 5 personnes maximum, et il sera écarté et deviendra donc leur roadie jusqu'à la fin de sa vie en 85. Ian Stewart, mais au départ, les Rolling Stones, c'est Brian Jones et Ian Stewart, et ils vont ensuite mettre beaucoup de temps donc, à se rencontrer, fin des années 61-62 à peu près. Keith Richards et Mick Jagger donc, vont le rejoindre avec Bill Wyman par la suite. Au tout début, il tourne avec un autre bassiste et un autre batteur. Charlie Watts mettra beaucoup de temps à se laisser convaincre. Il n'arrivera que début 62 dans le groupe. Ça sera celui qui arrivera le plus tard. Et voilà, donc... début 63, donc naît le plus grand groupe du rock de tous les temps, hein, les Rolling Stones, quoi. Et là, ça, c'est un chef-d'œuvre absolu, 66, les Rolling Stones. Sortira un live de suite après, leur tout premier, Got Live If You Want It. Alors, avec une prise de son de Glenn Jones à l'époque, plus que discutable. Et oui, mais c'était très compliqué. Techniquement, imaginez-vous, on est en 65-66, pour faire des prises de son correctes dans cette époque-là, on n'avait pas encore les moyens techniques, donc ce disque sonne un petit peu, c'est comme s'il jouait au fin fond de la cuve d'un avion, hein, ça sonne comme ça, mais je trouve ça un charme fou, hein, ces disques-là, ils ont un son, en plus en pression, encore une fois américaine, hein, là tout ce que je vous présente c'est de l'édition US d'origine, donc ça sonne quand même bien, quoi, même si c'est vrai que c'est un peu brouillon au niveau de la prise de son, bien sûr, c'était compliqué hein, d'enregistrer en live à l'époque, c'était pas une mince affaire, donc voilà, la technique n'était pas encore là, donc ça sera que plus tard qu'on arrivera vraiment à des sons en live un petit peu d'une qualité un petit peu supérieure. Là pour l'instant c'est un petit peu minimaliste, mais voilà, ça reste une pièce maîtresse, hein. Le tout premier live des Rolling Stones, le voici, Got Live If You Want It, avec les superbes photos hein, de nos Jagger, Richards à l'époque, hein, Brian Jones, et oui, ce petit lutin, ce petit génie, au départ c'est lui, hein, le multi-instrumentiste du groupe, celui qui est le plus doué de tous, hein, techniquement parlant, c'est Brian Jones. Le mec, il était doué, hein, dès qu'il touchait, Keith Richards le dira, d'ailleurs dans des interviews, dès qu'il se mettait à toucher un instrument, que ce soit du dulcimer, du sitar, il se mettait au clavier, il jouait, le mec, il pigeait tout en 2 secondes, c'était vraiment un multi-instrumentiste qui n'était certes à côté de ça pas du tout doué pour l'écriture, il n'a jamais composé le moindre morceau, mais alors par contre dès qu'il se mettait à la slide, il vous donnait des frissons quoi. Le mec c'était vraiment un petit génie, un petit lutin, voilà le petit trublion de cette époque-là. Voilà, 1966, premier live des Rolling Stones, ici. Va arriver leur période psychédélique, 67. Bon, moi, c'est pas mes albums préférés, mais je les ai quand même parce que j'aime ça. Alors, celui-là, c'est la pression française d'origine, 1967. Vous voyez, avec les petits rabats. À l'époque, ici, ça, c'est le signe. Vous voyez, voilà. Puis en plus, vous avez même la date qui figure en tout petit. Alors, je peux vous la faire. Impression à SEM, février 67. Voilà, on le voit ici. Je sais pas si vous le voyez à l'écran. Hop, j'essaie de faire un petit zoom comme ça. Je sais pas si ça se voit bien. Sur l'écran, voilà, ça c'est vous voyez avec les rabats comme ça, c'est un original français vraiment, DK celui-ci pour le coup, avec les dessins ici de Charlie Watts, puisque Charlie Watts était un dessinateur, était un publicitaire à l'époque, donc il se chargeait très souvent de faire des petits croquis comme ça derrière les pochettes de disques. Alors là c'est Between the Buttons, hein, voilà le tout premier disque donc en stéréo, sorti en février 67 en France.
C'est un album, alors on va dire oui, on va commencer à mettre le qualificatif dessus de deep psychédélique. Là, ils sortent un petit peu de du pop rock qu'ils ont joué là, hein, du rock and roll des premiers albums. On est en 67, les drogues arrivent, hein, le LSD, et oui, c'est la réalité de cette époque-là. Donc ils vont tester tout ça, bien sûr, hein, vous le savez, regardez déjà Brian Jones qui en plus était asthmatique, les drogues ne m'ont rien arrangé pour lui, il était très excessif dans sa consommation, mais malheureusement, il tenait moins bien physiquement que Mick et Keith, hein, donc lui, il n'y survivra pas. J'y reviendrai tout à l'heure dans la vidéo, un petit peu plus tard, mais voici déjà, voilà, Between the Buttons, un album un petit peu psyché, avec dessus vous avez Yesterday Papers, My Obsession, Backstreet Girl, des morceaux un petit peu comme ça, un petit peu psyché, avec bon, voilà, c'est pas, pour moi c'est pas la période la plus intéressante des Rolling Stones, voilà, Between the Buttons, tout début de 67, voilà, ils veulent un petit peu se mettre on va dire à la sauce psychédélique de l'époque, hein, qui commence à avoir une aura partout en Europe, aux États-Unis, avec la scène de San Francisco, Grateful Dead, Jefferson Airplane. Voilà, les Stones ne vont pas y échapper, ils vont vouloir coller un petit peu à la mode de l'époque et ils vont se perdre un petit peu là avec Between the Buttons. Bon, 67, on leur pardonnera, hein, c'est les Rolling Stones quand même. Sortira une compilation, ça c'est la pression anglaise d'origine. Flowers, compilation qui regroupera donc des titres comme Ruby Tuesday, Let's Spend the Night Together, Lady Jane, voilà des grands titres hein, que tout le monde connaît bien évidemment, donc je ne m'attarde pas dessus bien sûr, hein, tout le monde connaît j'espère quand même les Rolling Stones, et cette compilation Flowers sort donc pareil en 1967, là c'est l'édition originale, donc anglaise de cette compilation Flowers des Rolling Stones. On arrive dans ce qu'on va appeler l'âge d'or, 1968. Fin, je n'ai pas vers cette année que Majesty's Request, qui est sorti donc même année 67, encore un album psychédélique qu'ils ont voulu coller un petit peu comment ça s'appelle, à Sgt Pepper des Beatles. Les fans ils aiment pas trop, hein, c'est pas leur truc, ils vont un petit peu s'y perdre, donc ils reviennent avec un album. Bon, voilà. Voilà leur premier masterpiece, Beggars Banquet, avec Sympathy for the Devil, et puis surtout No Expectation. Voilà, la dernière contribution de Brian Jones finalement à ce groupe légendaire, c'est Rolling Stones, No Expectation, ça commence à la guitar slide, écoutez ce morceau, c'est juste fantastique. Parachute Woman, Salt on the Earth, tous ces titres-là sont des titres incontournables hein, des Rolling Stones, bien sûr. Là, il commence à fonctionner avec le producteur qui s'appelle Jimmy Miller, qui va les suivre jusqu'au milieu des années 70 à peu près. Voilà, ça c'est leur tout premier chef-d'œuvre, Sympathy for the Devil. Ça c'est l'édition anglaise d'origine, et je possède également donc l'édition américaine, qui est un peu plus jolie parce que pochette en carton hein, sur l'édition US. Vous voyez, le cover est la même, hein, vous voyez, ça se ressemble en tout point, hein, là ça va plus s'uniformiser on va dire. Voici la pression DK donc anglaise d'origine, et voici donc la pression américaine d'origine également, hein, tout premier disque de 68. Alors là cet album majeur, on rentre dans la période d'or hein, des Rolling Stones, vraiment, là c'est leur tout premier, tous les fans le connaissent par cœur, cet album Beggars Banquet, avec la pochette censurée. Au départ, il y avait une pochette avec des toilettes recouvertes de graffiti, ça sera censuré, etc., etc. Cet album sortira en toute fin d'année 68, en décembre. Donc voilà, ça c'est leur tout premier chef-d'œuvre. Et évidemment, ce sont des disques, hein, que ce soit la pression US ou la pression anglaise, ce sont des disques maintenant qui sont... Alors moi j'ai la chance de les avoir en très très bon état depuis déjà... moi j'ai acheté ça au tout début des années 90 où ça coûtait, on achetait ça 10, 20 francs hein, à l'époque. Donc aujourd'hui ça coûte plutôt entre 50 et 100 euros, hein, facile, malheureusement. Voilà. Donc là, Beggars Banquet, on est en fin 68, fin 69. Sort Let It Bleed, toujours en pression américaine, hein, ce que je vous présente là. Alors là, donc, on se retrouve avec, évidemment, Let It Bleed, un blues, Love in Vain, Midnight Trembler, Gimme Shelter, You Got the Silver, chanté par Keith Richards, You Can't Always Get What You Want. Voilà, ça c'est vraiment... là, on est au pic, c'est leurs meilleurs albums. Hein. C'est vraiment
magnifique, c'est somptueux, c'est divin. Hein. Live With Me, Monkey Man, Country Hank, c'est pas Honky Tonk Woman, c'est Country Hank, une version un peu plus country. Honky Tonk Woman sortira en 45 tours, ne figure pas sur cet album, c'est on va dire une version, voilà, plus country, plus blues country, on va dire, qui sort sur cette édition US d'origine, décembre 1969. Alors je vous montre un petit peu le macaron, je ne vous l'ai pas montré depuis le début. Alors voilà, voici l'inner sleeve original, hein. Voilà, où on retrouve Brian Jones donc pour la dernière fois sur 2-3 morceaux. Et oui, c'est la dernière contribution. Et voilà, ça se présentait à l'époque sous le label bleu London. Voilà, je le mets à l'endroit si possible. Voilà, ici, voilà. Le fameux label bleu, donc stéréophonique London, pression américaine d'origine, bien évidemment. Voilà, ça sonne, hein, je peux vous dire, le son là-dessus, c'est monumental. Hein. C'est là, par contre, oui, vous avez une différence entre ce son-là d'origine et les rééditions qu'on vous propose aujourd'hui, qui sont certes remasterisées avec un bon son, il n'y a pas de souci, mais bon, je peux vous dire que là, pour les Rolling Stones, il vaut mieux avoir les originaux. Hein. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, oui, c'est facile de dire ça pour moi, qui a ces disques-là depuis une trentaine d'années. Je ne les ai pas payés cher à l'époque, mais aujourd'hui, bien sûr, si vous voulez vous procurer ces albums dans le même état, ils sont parfaits, hein, que ce soit tant au niveau du vinyle qu'au niveau de la pochette. Ces disques coûtent une fortune, hein, bien sûr. Et ce sont des originaux purs, là, hein, première pression, hein, d'origine américaine, donc oui, ça coûte cher. Hein. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la mode du vinyle, du disque vinyle. C'est marrant d'ailleurs ce mot vinyle qu'on emploie à tour de bras aujourd'hui. À l'époque, on n'appelait pas ça du tout vinyle. On appelait ça des disques, des albums, mais on n'a jamais employé le mot vinyle. Mais bon, voilà, c'est du vinyle, donc normal. Donc là, on est en 69. Et évidemment, au mois de juillet, Brian Jones fait un peu la fête un soir. La mort reste une explication un petit peu obscure. On dit qu'il s'est noyé dans sa piscine, il était asthmatique, trop défoncé, des ouvriers étaient là en train de faire des travaux, auraient été peut-être un petit peu jaloux de ces rockstars qui faisaient la fête à longueur de journée, à longueur de soirée. Des tas d'anecdotes ont circulé sur la mort de Brian Jones. Quoi qu'il en soit, il meurt le 3 juillet 1969. Alors qu'il s'apprêtait à faire un concert à Hyde Park à Londres. Il décède, donc premier gros coup dur, hein, évidemment, ils perdent leur génie, hein, les Stones, donc avec Brian Jones. Hein, c'était le fondateur du groupe. De toute façon, il l'avait viré 2-3 mois avant. Keith et Mick Richards s'étaient rendus avec Charlie Watts chez Brian Jones dans sa demeure à Coachford Farm en Angleterre, dans les environs de Londres, pour lui dire: écoute mec, nous on doit partir aux États-Unis avec tes problèmes de drogue au tribunal, etc. Il était en procès et donc les Américains ne voulaient pas lui délivrer un visa pour aller faire des concerts aux États-Unis, et les Stones avaient donc Let It Bleed à défendre, hein, et Beggar's Banquet. Et il voulait aller tourner aux États-Unis, mais il ne pouvait pas à cause de Brian, qui était donc bloqué en Angleterre à cause de ses procès à répétition. Et donc, tout simplement, ça va se faire au tout début du printemps 69. Ils vont se rendre chez Brian Jones pour lui dire: désolé mec, t'es le fondateur du groupe, on t'aime, mais tu peux plus assurer, quoi. Et c'était un légume, hein. Il était totalement défoncé en studio, il était plus capable de faire quoi que ce soit. Il prenait trop d'acide, trop de drogue à outrance, il pouvait plus rien faire, donc il le vire du groupe, hein, tout simplement, bam. Et donc à Hyde Park, le 5 juillet 69, ils font un concert et ils présentent Mick Taylor, le nouveau guitariste, petit génie virtuose de 20 ans, qui jouait avec le John Blues Mayall Band, qui était un guitariste très connu en Angleterre et qui donc va rejoindre les Stones au été 69. Et donc ils partent aux États-Unis et ils vont enregistrer au Madison Square Garden. Là, ce que je vous présente là, c'est un des plus grands disques jamais enregistrés en concert. Et celui-là, il est classé parmi les meilleurs lives de tous les temps. Ni plus ni moins, Get Your Out des Rolling Stones, enregistré au Madison Square Garden de New York les 28 et 29 novembre 1969. Avec donc, le petit nouveau Mick Taylor à la guitare, très timide. Alors malheureusement, qu'il n'avait aucun charisme sur scène. Il sortait des solos d'une virtuosité de sa guitare, mais on voyait toujours que son front, voilà, il était comme ça, immobile, comme Bill Wyman, le bassiste, il bougeait jamais sur scène. Il n'avait malheureusement aucun charisme scénique, mais alors un petit génie de la guitare qui viendra en complément avec Keith Richards. Et là, ils vont faire ce qu'on va appeler... Et oui, on est dans la période âge d'or des Rolling Stones. Hein, ce sont leurs plus grands disques. Hein.
Ce live-là, c'est une tuerie, ce disque, hein. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment un des plus grands lives de tous les temps. Évidemment, dessus, ils reprendront Honky Tonk Woman, Jumpin' Jack Flash, le Stray Cat Blues, Midnight Rambler, Sympathy for the Devil. Qui ne connaît pas ce célèbre Get Your Ears Out des Rolling Stones en concert? C'est juste magnifique, splendide, incontournable. Pression américaine encore, hein, bien sûr, distribuée par London Apco Records. Vous voyez ici. Voilà, pression d'origine américaine, je peux vous dire, hein, ça sonne, hein, allez-y. Hein. Voilà, vous avez la référence ici, hein, c'était le NPS 5, je crois, à l'époque. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, avec les photos donc des protagonistes ici. Hein. Et oui, en 69, hein, ils ont 25 ans les mecs là, hein, donc c'est sublime, hein, ils sont à l'apogée, c'est le pic de leur carrière, hein, des plus grands lives de tous les temps. Il sort en 1970, pardon, celui-ci, Get Your Ears Out. Alors, le Sticky Fingers de 71, je ne sais même plus où je l'ai mis. J'ai dû le ranger à côté. Je l'ai en vinyle, mais j'ai dû le laisser à côté. Donc, je vous demande une petite seconde. Je vais le chercher de ce pas. Voilà. Et voici la pièce maîtresse. Rolling Stones, désolé pour l'attente. Hein. Voilà, l'original de 1971 avec la vraie braguette Zippo. Alors je vais pas vous la démonter là parce que il faut que j'enlève la pochette, mais je vais quand même faire l'effort de pas de vous la sortir parce que c'est un peu compliqué. Alors voilà le disque, il ne fallait jamais mettre derrière d'autres disques, tout simplement parce que ça c'est oui, le vrai original, hein, donc la vraie braguette ici avait tendance, vous voyez déjà, et ça, voilà, ça fait un trou, et forcément, hein, c'est une vraie braguette, hein, c'est une vraie braguette Zippo, et donc ça vous, si vous colliez un disque dessus, ça vous abîmait les disques qui étaient devant, voilà, donc c'est le disque que moi je mets un petit peu en vitrine chez moi, voilà, le fameux Sticky Fingers, évidemment avec Brown Sugar dessus, hein, ce qui sort en 1971. Là, c'est une pression française d'origine. On sort des pressions américaines. Là, voilà, c'est voilà, le Sticky Fingers original de 1971 que tout le monde connaît, bien sûr, avec leur tout premier logo, avec cette fameuse langue là, mais en rouge. Alors, je vais quand même vous le sortir pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc la pochette, bien sûr, ici. À l'intérieur, on voyait donc le slip, carrément. Alors, c'est un peu compliqué de vous le montrer comme ça, mais on voyait le slip et le bas du bassin. Donc, et ils vont donc changer de label. Hein. Ils quittent Decca et London pour créer leur propre maison de disques, Rolling Stones Records. Et donc, je possède donc la toute première langue rouge originale. Je vais vous la montrer. Vous voyez, il n'y avait même pas encore le blanc sur la langue ici, parce que ça c'est vraiment la toute première impression. Voilà, c'est là que sera créée donc cette langue-là. Alors contrairement à la légende, ce n'est pas Andy Warhol qui dessine cette langue, c'est un designer le nom m'échappe, mais ce n'est pas Andy Warhol. Andy Warhol dessinera les pochettes, mais ne dessinera pas ce logo, cette langue des Rolling Stones. Et vous voyez là, c'est la toute première, donc il n'a pas encore le blanc ici qui sera rajouté par la suite sur les deux côtés de la langue que je vous montre ici derrière, par exemple sur le Blue Lonesome là. Vous voyez, ça il n'y avait qu'un seul côté, l'autre n'était pas encore dessiné parce que c'est la toute première mouture, c'est la toute première, voilà, c'est l'original, donc avec la fameuse photo de nos Stones, voilà, de l'époque, avec Mick Taylor, donc qui était arrivé dans le groupe qui est ici. Voilà, voilà la dégaine de nos héros de l'époque, hein, nos Rolling Stones, quoi. Hein, donc voilà, 1971, chef-d'œuvre, hein, on est encore une fois là dans l'âge d'or. Un an après, en 72, sort donc Exile on Main Street, voilà, que tout le monde connaît. Je ne vais pas l'ouvrir ici, tout le monde connaît la pochette intérieure. Album, voilà, ça c'est... Voilà donc, ce masterpiece, Exile on Main Street, meilleur album, hein. Là, je peux vous dire, hein, celui-là, voilà, c'est le dernier, on va dire, énorme disque de cet âge d'or des Rolling Stones, Exile on Main Street. Là, ils partent évidemment à Nelcott, ils sont exilés fiscaux, puisque le fisc anglais leur réclame évidemment beaucoup trop d'argent, ils ne peuvent plus faire face à leurs impôts. Ils ont été très très mal gérés durant leur carrière, hein, je vous passerai les anecdotes là-dessus. Toujours est-il qu'ils partent sur la Riviera, donc à Villefranche-sur-Mer, hein, Keith Richards va louer la Villa Nelcott, et dans leur cave, au fin fond de la cave, durant ce printemps-été 71, ils l'ont enregistré, Exile on Main Street, ce double album fabuleux, Rocks Off, évidemment, c'est voilà, là, toute la musique américaine y passe, le blues, le rock, évidemment, mais là c'est vraiment
l'or noir coulé des doigts de Keith Richards. Hein. Là, c'est un de leurs plus grands disques, très sous-estimé à l'époque quand il est sorti, critiqué parce que double album, les gens disaient oui c'est un petit peu trop quand même, ils se la pètent, les Stones maintenant nous faire un double album, etc., etc. Mais je peux vous dire que voilà, là on est vraiment au pic, hein, c'est le sommet de leur carrière là, Exile on Main Street. On est en 72 quand ce disque sort au printemps, chef-d'œuvre absolu. Et après, ben oui, ça tombe un peu. Hein. Eh oui, on est arrivé à un tel niveau avec tous ces albums que je viens de vous présenter depuis Biggest Banquet, Let It Bleed, Get Your Hands Out le live, Sticky Fingers, Exile on Main Street, et ensuite donc sortira God Set Soup en 73, un album qu'ils vont enregistrer en Jamaïque. Alors là, Keith Richards commence vraiment à tomber, à plonger dans l'héroïne. On sent là qu'ils sont fatigués. Hein. L'album est bon, hein. Il reste de très bonne facture, mais on n'est plus au niveau, hein, évidemment, de Sticky Fingers, Exile, on n'est plus au niveau. Clairement, là, on sent que voilà, ils ont besoin de vacances, ils ont besoin de souffler, ils partent en Jamaïque, enregistrer ce disque en fin 72, il sortira en 73. Voilà, ça c'est toujours les pressions originales françaises que je vous présente là. Et voilà, alors dessus vous avez le fameux Slow Angie que tout le monde connaît, sublime morceau, c'est un bon disque, hein, mais voilà, il est un petit peu fané, orangé, comme ça, il a un petit peu vieilli avec le temps, mais ça reste quand même un très bon album. Période 73. Donc Mick Taylor est toujours là sur ce dernier album, It's Only Rock and Roll, qui sortira un an plus tard, en 74. Ils sont toujours avec Jim Miller, les frères Glenn Jones, etc. À l'enregistrement, ce disque reste de très bonne facture également. Ronnie Wood arrive tout doucement. Et oui, Ronnie Wood, le guitariste des Faces, qui joue avec Rod Stewart, va arriver donc tout doucement pour prendre la place de Mick Taylor, qui n'en peut plus, qui est à bout. Pareil, il est tombé dans l'addiction au niveau de l'héroïne. Il n'en peut plus, il trouve plus sa place au sein des Rolling Stones. C'est un petit peu difficile pour lui, donc il quitte le groupe fin 74, début 75, mais il est encore là, présent sur ce disque. Il va sortir encore de fabuleux solos de guitare, magnifiques. Mais voilà, c'est la fin, c'est le dernier album pour Mick Taylor, It's Only Rock and Roll, qui sort en 1974. Voilà, il va quitter le groupe, et Ronnie Wood, donc des Faces, groupe qui officie avec Rod Stewart, Kenny Jones à la batterie, etc., va rejoindre son pote Keith Richards. Ils auditionnent beaucoup de guitaristes à l'époque. Il y a Wayne Perkins est pressenti pour remplacer Mick Taylor, Harvey Mandel, beaucoup d'autres guitaristes comme ça. Et c'est Ronnie Wood, parce que il s'entend bien, c'est un bon guitariste, hein, contrairement à ce que les gens disent. Avec Keith, ce duo de guitare, c'est fabuleux. Et donc voilà, il va arriver tout doucement. Sortira par Decca un album. Ils doivent un album à Decca, donc une petite compilation, moi que j'aime beaucoup, Métamorphosis, sortira en 75 chez Decca. Voilà, pour solder un petit peu, il devait un album à Decca, donc Decca va sortir donc des versions des années 60 avec Out of Time dessus, Giving Sister Fanny, des titres assez intéressants. Début des années 60 et fin des années 60, on entend Jimmy Page, d'ailleurs, et John Paul Jones qui viendront jouer avec eux en studio sur Memo from Turner, I'm Going Down. Voilà, et oui, tout ça c'est la même famille, hein, c'est des Anglais, ils se connaissent par cœur, hein, c'est des potes, hein, donc voilà, Jimmy Page venait souvent jouer avec eux, guitariste de Led Zeppelin, et son bassiste John Paul Jones, bien sûr. Voilà, 75, très bonne compilation, Métamorphosis des Rolling Stones, pression française. Et donc Ronnie Wood arrive sur l'album Black and Blue. Alors voilà l'album le plus funk, le plus soul, il y a même un morceau reggae dessus, des Rolling Stones. C'est super, hein. Moi j'adore, en tout cas, j'adore le funk, j'adore la soul, donc forcément j'adore ce disque, mais oui, les fans à l'époque vont vraiment cracher sur ce vinyle, le punk arrive, voilà, donc forcément ils deviennent has-been, hein, pour les jeunes de cette génération, mais moi j'adore ce disque, voilà, quoi. Ronnie Wood arrive, hein, le voici, Ronnie Wood. Voilà, donc c'est vraiment en 76, là on est vraiment sur du... ils ont envie de goûter un peu à la Tana Motown, tout ça, ils sont très influencés là par le funk, et puis ils ont envie tout simplement de faire évoluer un petit peu leur musique, hein. On peut pas, quand on est des artistes, vous vous rendez compte, là ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils tournent, ils ont envie de faire un petit peu autre chose, et donc on va sortir ce fabuleux album original français, donc de 1976, Black and Blue, très teinté encore une fois funk, soul, là c'est la mer, les palmiers, on y est quoi, hein, c'est vraiment, voilà, très bon disque, moi je l'adore ce disque, Black and Blue, y a rien à dire, c'est vrai qu'il est beaucoup moins rock que les précédents, hein, encore une fois, c'est plus soul, funk,
Voilà, il y a même du reggae un peu dessus, et puis Full to Cry, un slow super. Mais bon, on est à l'époque, on est en 76, les punks arrivent, donc les Stones vont faire pâle figure à ce moment-là. 77, le live, ils viennent à Paris, Keith Richards apprend une mauvaise nouvelle, ils vont jouer aux abattoirs. Un de ces nouveau-nés, Tara, va mourir très rapidement, je crois qu'il y a un mois, le bébé, un mois ou deux, il va décéder dans le berceau. Keith Richards monte sur scène aux abattoirs de Paris, un soir de juin 76, et ils vont enregistrer ce live. Waouh, là on sent, il y a vraiment Keith joue d'une façon ce soir-là, c'est noir, c'est sombre, mais c'est un très bon live. Alors oui, c'est pas du niveau de Get Your Ass Out, les mauvaises langues vous diront ça. Écoutez ce disque, c'est une tuerie. C'est un live extraordinaire, en tout cas bien meilleur que ceux qui nous ont sortis ces dernières années, ça c'est sûr. Ça c'est enregistré donc une partie aux abattoirs de Paris en 76 et l'autre partie à Toronto au Canada, dans le célèbre club El Mocambo, époque où Keith Richards va se faire arrêter donc par les autorités, et là l'album, la vie du groupe est très incertaine parce qu'on ne sait pas si Keith va prendre 20 ans ou 30 ans de tôle. Heureusement pour lui, il est libéré sous caution. Les États-Unis vont lui permettre de lui procurer un visa pour qu'il aille se faire soigner en cure de désintoxication, ce qu'il va faire pour sortir de l'héroïne. Oui, il est depuis 10 ans addict à l'héroïne, hein, c'est lourd, hein, donc voilà. Et ils vont revenir en force avec ce qu'on va appeler leur dernier grand album. Moi, j'ai la chance de le posséder en toute première pression d'origine. Cet album sort en juin 78. Moi, je m'en souviens, j'avais 10 ans quand mon oncle l'a acheté. Et l'album est censuré. Celui-là, c'était la toute première version. Je vous le sors. Il a été censuré. Voilà. Parce que dessus, Brigitte Bardot, Jane Mansfield, ils n'avaient pas les droits dessus. Donc, il a été tout de suite retiré des ventes avec Marilyn Monroe et compagnie. Parce que voilà, ces stars-là, ils figuraient dessus et ils n'avaient pas demandé les droits. Donc voilà, Farrah Fawcett notamment, celle qui jouait dans Drôle de Dame est ici, Raquel Welch, voilà, il y a Joan Crawford derrière également. Voilà, ils n'avaient pas les droits et ça c'est la toute première pression qui est sortie en 78. Voilà, que j'ai la chance de posséder, voilà, qui n'existe, tout de suite ça a été retiré, hein. Il n'y a eu que quelques exemplaires qui sont sortis de cet tout premier album original. Ils l'ont sorti ensuite pour faire une autre pochette avec d'autres visages dessus, et donc on reconnaît là évidemment Keith Richards, Charlie Watts, Mick Jagger ici, voilà, et Brigitte Bardot, et Some Girls, voilà, les droits, ils ne les avaient pas là-dessus, donc ils ont dû retirer cette pochette, et elle a été remplacée par une autre beaucoup moins jolie malheureusement. Mais voici l'album, tout premier album original de juin 78, celui-là il est très coté, hein, il coûte très cher maintenant déjà évidemment. Ça c'est la pression française d'origine. Voilà, avec évidemment Miss You, ce fameux titre avec un beat disco, même si le titre n'est pas disco du tout, parce que c'est les Rolling Stones avant tout, mais il y avait cette façon de taper la batterie sur la grosse caisse, ce qu'on appelait four on the floor, hein, ce que diraient les Américains, c'est-à-dire on tape sur tous les temps la grosse caisse qui donne ce beat disco, tout simplement, et cette ligne hein, très connue de Miss You, quoi. Hein. Voilà, le tout premier exemplaire original des Rolling Stones. Le Maxi 45, Miss You, alors ça c'est super aussi, hein, avec la photo, le disque couleur de l'époque, voilà, hein, super album, super maxi, pardon, c'était Miss You d'un côté et Faraway Eyes de l'autre, voilà, je vous présente ici, voici, voilà, super couleur, on en faisait déjà beaucoup, hein, des couleurs comme ça à l'époque, voilà, rouge comme ça, magnifique, hein. Voilà, super disque avec le fameux logo des Rolling Stones, donc, ils avaient créé leur propre maison de disques en 1971, le Rolling Stones Records, sur lequel ils produiront quelques albums de quelques artistes, bien sûr. Ensuite, 1980 sortira Emotional Rescue, album un peu plus commercial, plus léger, là on sent qu'ils sont en vacances, hein, ils rentrent dans les années 80 tout doucement, c'est plus eux qui font la mode, mais il va bien marcher ce disque quand même, avec Emotional Rescue dessus, voilà, il y a quelques très très bons blues, hein, on a Down on the Hall qui est sublime, un très très bon blues, album de 1980. Et leur chant du cygne, pour beaucoup, 81, Tattoo You, voilà, avec Start Me Up, bien sûr, que tout le monde connaît, Start Me Up, toujours pareil, original français, celui-ci aussi, voilà, avec Mick Jagger d'un côté et Keith Richards de l'autre,
Voilà, Start Me Up dessus, album d'un côté un petit peu slow, guimauve et l'autre rock, voilà, mais c'est celui-ci sur lequel Start Me Up est en ouverture de face A, 1981. C'est, on va dire, leur dernier grand disque, hein, parce qu'après, bon, ça va tomber tout de suite, hein, on va arriver à 1983 avec... Alors il y a d'abord le live, pardon, en 82 qui sort, qui est très bon, moi que j'aime beaucoup, Still Life, voilà. 1982, le voici en pression française, toujours d'origine, super disque. Voilà, très très bon live, moi je l'aime beaucoup, c'est sur leur tournée 81, moi j'aime beaucoup cet album live, et puis 83, ben là oui, ça, ils vont essayer de faire un petit peu du commercial de l'époque, hein, 83, Undercover, ouais, celui-là, bon, il n'est pas top, hein, franchement, c'est pas un des meilleurs albums des Stones, hein, loin de là, on n'est plus dans leur grande période, hein, loin de là, loin de là. Donc voilà, bon, Undercover, il y aura quand même dessus Undercover of the Night, She Was Hot, qui sortiront, qui marcheront pas trop mal aux États-Unis. Mais bon, ils resteront classés quand même en 50e, 60e position. Voilà, c'est 1983, les Stones sont plus du tout tendance dans ces années-là. Donc voilà, ils sortent des albums comme ça, un petit peu. Et alors celui-là, pareil, Dirty Work, 1986. Bon, c'est pas incontournable. Hein. Moi, je suis un fan absolu des Stones. Donc Back to Zero, Jimmy Page viendra leur prêter main forte pour un solo. Mais là, déjà, l'entente entre Keith et Mick, ça va vraiment se détériorer. Limite, ils en viennent pas à se battre. Hein. Bon, voilà, c'est les frères, ils s'entendent, mais à cette époque-là, voilà, c'est la guerre. Et ils peuvent plus, ils se supportent plus. Keith et Mick, et puis ils vont se séparer. Boum. Mick Jagger va commencer à faire ses albums solo. Keith Richards, pareil, qui seront de très bons disques, mais les fans ne vont pas suivre. Comme si ils voulaient leur faire comprendre, allez, reformer les Rolling Stones parce que vos albums solo, on s'en fout complètement. Donc voilà, tout simplement. Et viendra donc par la suite d'autres albums, évidemment, Voodoo Lounge, en 94, ils vont se reformer, ils vont faire Voodoo Lounge, enfin Steel Wheels d'abord en 89, pardon, Voodoo Lounge par la suite, 97, Bridges to Babylon, qui ne sont pas des incontournables de ce groupe, hein, clairement, mais même si c'est des très bons disques, hein, moi je les aime beaucoup, ils sont avec des touches actuelles, et puis il faudra attendre donc Blue and Lonesome, il y a 2-3 ans déjà, avec un album blues pur de reprise, voilà, qui vont sortir. Magnifique double album en gatefold avec des superbes photos à l'intérieur. Voilà, gatefold, moi j'ai acheté, je trouve sublime disque hein, de blues. Là ils reviennent vraiment aux racines hein, de ce qu'ils ont aimé, de ce qu'ils ont toujours été, un groupe de blues avant tout. Et les voilà à 70 balais passés, hein, rendez-vous compte quand même les mecs, chapeau bas quoi. Hein. Même si évidemment aujourd'hui sur scène c'est plus les Stones des années 60, évidemment, comment voulez-vous que ils ont 70 balais, mais les mecs ils peuvent pas faire autre chose de leur vie que ça quoi, c'est leur métier, c'est leur boulot, c'est leur passion, qu'est-ce que vous voulez leur demander, qu'ils deviennent plombier, électricien, voilà quoi, bien sûr qu'ils continuent à jouer sur scène, oui, c'est leur passion avant tout, ils ont ça dans la peau, dans le sang, donc et puis c'est les Rolling Stones quoi, oui, c'est le meilleur groupe du monde, hein, de rock, on n'a jamais fait mieux, hein. Donc voilà quoi. Voilà, super album de blues, de reprise des standards du blues, super. Et puis sortira donc les enregistrements à la BBC en 64, 65, sublime aussi, pareil. Moi j'adore, hein, c'est vraiment en plus avec un nouveau procédé de remasterisation. Ils ont retrouvé les bandes. Alors le deuxième vinyle est moins bon en termes de qualité, mais parce que les bandes sont ultra HS. Mais voilà, ils ont fait quand même un travail de mix, un nouveau procédé qui permet quand même de faire ressortir les instruments bien séparés, ça sonne super bien. C'est leurs enregistrements à la BBC en Angleterre, donc 63, 64, 65. Voilà, là ça c'est incontournable hein, avec le Blue and Lonesome, ces deux-là il faut les avoir absolument. Si vous ne les avez pas, ben, il faut se les procurer hein, parce que c'est génial quoi. Là c'est vraiment ils reviennent donc avec leur dernier album studio à des reprises blues, celui-ci Blue and Lonesome, et donc là celui-ci est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans aussi, un truc comme ça. Et c'est super, franchement c'est super, parce que de les réentendre avec Brian Jones là, à la BBC en 64-65, fabuleux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la discographie de nos Rolling Stones, de nos chéris adorés. Merci encore à vous, les abonnés, d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.
rock, reggae, soul, funk, hard rock. Donc je vous dis un grand bye bye, encore une très très bonne année à vous tous. Et surtout n'hésitez pas, mettez un pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous sur le coin où c'est marqué s'abonner en rouge, hein, c'est gratuit, donc allez-y, ça fait plaisir, déjà presque une centaine d'abonnés en 2 mois à peine d'existence de chaîne, donc super, merci à vous les abonnés, je vous embrasse, merci à vous tous et encore une très très bonne année 2019 à tout le monde. Bye bye.